Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? C'est la solution à deux États défend la proposition C'est une blague. d'un État palestinien. C'est une blague. Vous vivez dans La quel solution à deux États. Mais vous vivez dans quel déni? Vous vivez dans quel monde? Il faut vous mettre à la page. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, ce que je dis. Il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle, d'accord? 85% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Il y a plus de 30 000 morts. La question des réfugiés palestiniens n'est toujours pas traitée, alors que c'est 800 000 Palestiniens en 1948 qui ont été chassés. Et aujourd'hui, ce qui comprend tous leurs descendants, mais quand dont on moi, vous entend dire de la rivière à la mer, comprenez que certains nous regardent et se disent, dans cette perspective-là, il n'y a pas d'État juif, d'État d'Israël. Rima Hassan détruit un journaliste BFM pro-israélien en direct. La juriste franco-palestinienne était invitée sur le plateau de BFM afin de répondre aux attaques masquées du journaliste controversé Benjamin Duhamel, connu pour sa complaisance envers les récits pro-israéliens. Face à un interlocuteur visiblement plus préoccupé par la défense d'Israël que par la réalité du terrain, Rima Hassan démolit méthodiquement le discours dominant. Elle expose, point par point, la stratégie cynique d'un État israélien qui alimente le chaos pour renforcer son emprise et dénonce la complicité silencieuse des puissances occidentales. Benjamin Duhamel tente de la piéger, multiplie les provocations, mais elle reste implacable, démonte l'hypocrisie médiatique et explose le deux poids deux mesures qui gangrène l'Occident. Et comme vous allez le voir, elle n'est pas passée par 4 chemins pour le remettre sévèrement à sa place. On est en direct? On est totalement en direct. Je dois regarder quelle caméra? Non, vous ne regardez pas une caméra, vous pouvez répondre à mes questions. Je veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Et je mesure mes mots, et il serait temps que tout le monde sorte du déni s'agissant de ce qui est en train de se passer à Gaza. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui vous permet... Non, mais parce que c'est important. Mais je suis en train de dérouler mon propos. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide? Je l'ai lu et je sais que vous le citez régulièrement, Rima Hassan, mais simplement, comme vous dites que vous êtes juriste, je vous demande... Mais attendez... Attendez, si vous permettez. Qui a l'autorité juridique à l'échelle internationale pour statuer? La Cour internationale de justice? Les experts. Alors, je vais revenir sur la décision de la Cour internationale de justice. Les experts. Donc, vous avez un panel d'experts s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais Rima Hassan, je lis ces témoignages comme vous, mais ça ne vaut pas la décision d'une juridiction internationale. Mais pourquoi précisément ce qu'elle dit, et elle a sûrement raison. Maintenant, nous avons le droit, nous, si vous voulez, de se fier aussi à un consensus aujourd'hui qu'il y a dans la voix des experts. Je termine juste là-dessus. C'est ce que vous pensez, c'est pas une réalité juridique. C'est extrêmement important, je termine là-dessus. Donc, je vous ai cité le rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide. Vous avez également une communication qui a été faite par la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit quand même plusieurs acteurs et qui ont communiqué sur le fait que ce qui était en cours aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. Vous avez une procédure qui est engagée devant la Cour pénale internationale par 600 avocats internationaux et experts. Pour inculper Benjamin Netanyahou? Non, sur le génocide par destruction du groupe social. Rima Hassan. Non, c'est extrêmement important. Rima Hassan, est-ce que je peux vous poser juste une question? J'arrive à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Ce que dit cette ordonnance, effectivement, ce n'est pas une décision sur le fond. Vous avez raison d'être précis. Ce n'est pas une décision sur le fond. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance qui a demandé à Israël de prendre produire des mesures conservatoires pour empêcher le génocide. Mais si vous voulez, quand on est à cette étape-là, c'est-à-dire que la Cour reconnaît quoi? L'intention génocidaire. Non, c'est pas vrai, Rima Hassan, mais si elle demande à Israël... Il y a un débat, même là, je viens de vous lire la phrase sur le risque plausible de génocide, sur le fait d'inciter Israël à prendre des mesures conservatoires. Je vous repose la question. Y a-t-il une juridiction internationale compétente qui a statué sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza? La question, elle est extrêmement simple. Eh bien, c'est ce qui va se dérouler après. C'est-à-dire que si vous écoutez des experts, des avocats internationaux, ils vous disent que ce qui va se dérouler... Mais je vais revenir à la Convention, parce que là, vous ne parlez pas de la question de la prévention qui dépend de notre voix de citoyens et de politiques. Ce que disent les experts sur ce sujet, c'est qu'il est très probable que la Cour internationale de justice, n'ayant pas eu la possibilité de statuer à ce stade sur le fond, a donné une ordonnance d'alerte. Donc, Rima Hassan, la CIJ n'a pas statué en ce sens. On est extrêmement précis et factuel. Mais vous avez, et c'est inédit, vous avez des déclarations, des travaux annexes d'experts sur le sujet qui alertent sur le fait que c'est un génocide. Donc, vous continuez à utiliser ce terme, malgré le fait que la décision n'a pas été rendue en ce sens? Je l'utilise depuis fin octobre, ce terme, et j'ai parlé depuis fin octobre du risque génocidaire. Donc là, vous avez 6 mois de retard, vous et d'autres collègues journalistes. Et je pense que ceux qui nous regardent pourront juger.
Et je termine sur un point. Cette convention, c'est une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, de déclaration d'intention génocidaire, nous devons le dénoncer et non pas attendre que le massacre ait lieu et le génocide ait lieu pour regarder comme des spectateurs et venir le qualifier. Vous le dites, vous avez toute liberté de le dire sur ce plateau, mais mon point est que la juridiction internationale n'a pas statué en ce sens. Toujours sur ce mot. Pas encore. Mais elle ne l'a pas fait. Donc. Mais tous les juristes internationaux et les avocats internationaux vous disent que c'est l'État qui va suivre. Toujours sur ce mot génocide. On regarde impuissance qui est en train de se dérouler. Il y a 30 000 morts. Je parle droit international. Rima Hassan. Voilà, la différence entre vous et moi, c'est que effectivement, moi, je refuse de regarder ce massacre en étant impuissante et je dénonce ce dont il peut relever en droit international, c'est-à-dire un génocide. On peut passer au sujet suivant. Il n'y a pas ceux qui sont. Je vous remercie. Je pose des questions. Il n'y a pas ceux ici qui sont sensibles ou insensibles. Il y a la question du droit international. Toujours sur ce mot, il y a quelque chose qui m'interpelle, Rima Hassan. Vous dites qu'il y a donc un génocide en cours à Gaza. Mais vous êtes la candidate d'un mouvement, la France Insoumise, qui s'est abstenue en janvier 2022 à l'Assemblée nationale quand il était question de reconnaître le génocide des Ouïghours dans la région du Xinjiang en Chine. Je rappelle que les Ouïghours, c'est cette minorité musulmane victime d'esclavage, de stérilisation de masse, enfermée dans des camps. Le génocide est reconnu par le Parlement français notamment, mais aussi un collège d'experts et d'avocats spécialistes des droits humains, c'était en 2021. Est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours? Alors je vous retourne la question. Est-ce que vous avez une juridiction internationale qui a commencé à statuer sur la question? Non, et vous savez pourquoi? Parce que les Ouïghours ne peuvent pas saisir ces juridictions internationales, et c'est précisément la raison pour laquelle un collège d'experts s'est saisi, parce que notamment la Chine ne reconnaît pas ces institutions internationales juridiques. Donc, je repose ma question. Alors attendez, Là, vous manquez de compétences juridiques, donc je vais resituer la chose. Y a-t-il un génocide? Pour la question palestinienne, c'est l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de justice. Ce ne sont pas les Palestiniens. Et quel pays a saisi en fait, la CIJ pour les Ouïghours? Ce qui se passe, s'agissant de ces juridictions internationales, c'est qu'en réalité, ce sont les États qui sont signataires de cette convention qui peuvent agir pour empêcher un génocide dont ils peuvent être témoins ou sur lequel ils veulent alerter. Donc ça n'a rien à voir avec la question de la compétence un génocide ou la question de la Xinjiang ratification ou non par la Chine de cette convention. Y a-t-il, Rima Hassan, un génocide des Ouïghours au Xinjiang? Alors moi, je dénonce effectivement c'est les persécutions que subit cette minorité. Moi, vous pouvez retrouver des posts s'agissant de cet engagement. Et d'ailleurs, j'ai même rappelé que j'avais relayé du contenu qui pouvait être partagé par Raphaël Glucksmann s'agissant de son engagement que je trouve extrêmement donc je repose ma question. Sur ce sujet. Y a-t-il un génocide des Ouïghours au Xinjiang? À ce stade, il n'y a pas d'ordonnance. Une ordonnance, c'est un début de qualification. Il n'y a pas d'ordonnance qui a pu évoquer la question du risque génocidaire ou d'un génocide qui est en cours ou d'une intention génocidaire. Mais effectivement... Donc, stérilisation forcée des femmes, internement dans des camps, pas d'intention génocidaire. C'est-à-dire, si je résume pour ceux qui nous regardent, attendez juste, sur ce qui se passe à Gaza, la CIJ dit risque plausible de génocide. Et là, vous dites il y a un génocide. Et là, sur les Ouïghours, vous refusez de dire qu'il y a un génocide en cours. C'est pas que je suis en train de refuser. On est en train de se référer tous les deux à ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Moi, je peux vous citer une dizaine de sources internationales s'agissant de rapports internationaux et de rapports onusiens, s'agissant de la question de la qualification en cours du génocide à Gaza. Donc là, ce collège d'experts et d'avocats spécialistes des droits humains qui, en 2021, disent qu'il y a un génocide des Ouïghours au Xinjiang. Eh bien, je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide? Je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours? Je me réfère, encore une fois, vous l'avez très bien introduit, je me réfère à cette boussole du droit international. C'est-à-dire que moi, je suis là pour défendre la question des droits humains. Donc vous ne dites pas qu'il y a un génocide des Ouïghours. Mais dès lors que vous avez une juridiction internationale qui commence à statuer, si vous voulez, sur ça, nous avons tous pour devoir et responsabilité de relayer ce genre... Hassan, que ceux qui nous regardent attendez, là vous êtes en train de simplifier. Non, pas du tout. Vous m'avez parlé d'un comité d'experts. Est-ce que vous pouvez me citer la composition de ce comité? Oui, notamment l'ancien juge qui était chargé de mettre en justice M. Milosevic après les massacres de Srebrenica. Mais juste, Rima Hassan. Non, j'encourage les États, notamment la France et d'autres, qui veulent aller au bout de la défense des droits du peuple ouïghour, à aller juste devant les juridictions internationales. Et je ferai partie des premiers qui soutiendront cette initiative. Ah non, je vous le dis. Non, très bien, mais vous refusez ce soir de dire qu'il y a un génocide des Ouïghours. Encore un mot sur cet argument du droit international. Je suis en train juste de vous dire qu'il n'y a pas à ce stade de... Encore une fois, les téléspectateurs... Mais moi, je ne suis pas là pour m'adresser
m'adresser à vous, je suis là pour m'adresser aux gens qui Je nous sais bien, écoutent. mais moi je vais vous poser des questions. Bien sur sûr, cette question vous avez du droit cité ce comité d'experts, mais je vous le dis, il n'y a pas de juridiction internationale qui s'est saisie de la question et j'encourage les États qui veulent protéger la population ouïghour, qui doit être protégée, à aller jusqu'au bout des démarches, notamment auprès des juridictions internationales. Encore un mot sur cet argument du droit international, Rima Hassan. Oui. Comment expliquez-vous que la famille politique à laquelle vous appartenez désormais, la France Insoumise, ait reconnu l'annexion de la Crimée en 2014, contrairement à toutes les règles du droit international? Non, mais je pense que là, vous n'avez pas du tout suivi les dernières déclarations de la France Insoumise s'agissant de. Alors en cette 2014, question. Jean-Luc Mélenchon reconnaît l'annexion de la Crimée par la Russie. Ce que dit la France Insoumise et la famille politique à laquelle j'appartiens, c'est qu'il faut un référendum des populations concernées s'agissant de ce qui est en cours en Ukraine. Et un référendum organisé par qui? Par une communauté internationale. C'est pas la première fois que ça sera fait, ni la dernière fois que ça sera fait, avec des observateurs internationaux. Il y a pléthore d'exemples qu'on peut vous donner. Jean-Luc Mélenchon, en 2014, reconnaît l'annexion de la Crimée par la Russie. Est-ce qu'on peut se revendiquer du droit international quand on appartient à une famille politique qui revendiquait... On est en quelle année? On est en 2024. Merci. Et donc, je suis engagée en politique. Je suis engagée dans cette famille politique depuis quand? Depuis quelques mois. Merci. Et donc ça veut dire donc vous le contestez programme tout ça. que nous portons s'agissant de la question ukrainienne et russe, il est clair sur ce sujet, oui ou non? Ah non, sur la question de... J'ai encore entendu il y a quelques temps des députés de la France Insoumise qui parlaient des séparatistes du Donbass. J'aurais dû venir avec le programme et pour pouvoir vous le réexposer. Donc juste pour terminer là-dessus, l'annexion de la Crimée en 2014, est-ce qu'elle était conforme au droit international? Ce à quoi nous appelons, ce sont là, s'agissant de la situation à Gaza, comme en Ukraine, c'est fin de la guerre, cesser le feu, que les armes se taisent et qu'on arrive à des consensus qui permettent d'éviter un nombre de morts qui est trop important à Gaza comme en Ukraine. Et s'agissant de la question des territoires, nous demandons à ce qu'il y ait des référendums soient organisés par les populations concernées avec des observateurs internationaux, ce qui est déjà arrivé dans énormément de conflits. Deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir avec vous, Rima Hassan, c'est la question des bombardements qui font des victimes civiles. Voilà ce que disait celui avec qui vous faites campagne, Estrade Commune Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en octobre 2015. Regardez. Les Russes sont arrivés. Et que voit-on? À peine arrive-t-il, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Les opposants. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, qui sur le nombre de personnes... si c'est une ONG, doit-on la croire pour autant? Pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, vous avez raison, alors pourquoi pas me croire moi? Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations, croyez-moi. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça n'existe pas. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il vous choque ces propos de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais ce qu'on déplore pour tous les conflits, c'est que des civils soient touchés. Et ce que disent les experts internationaux, c'est qu'effectivement, il y a une proportion, quand il y a des bombardements, une proportion de civils qui est systématiquement touchée. Ce qu'on observe, c'est attendez, pardon, Rima Hassan. Je vois bien que vous pratiquez déjà une forme de langue de voix. Là, je vous montre un extrait de Jean-Luc Mélenchon, qui est à la télévision en 2015, qui parle des bombardements de Vladimir Poutine sur la Syrie. Nous sommes en octobre 2015, et qui dit, au fond, est-ce que vous connaissez des bombardements qui ne font pas de victimes civiles? Est-ce que ces propos, ils vous choquent? Mais attendez, je suis là pour faire une interview sur tous les propos de Jean-Luc Mélenchon depuis ces 10 dernières années. Pas du tout, Rima Hassan. Je suis là pour s'agissant de ma candidature, mais Rima Hassan, pas du tout, mais simplement. Ce qui était convenu. Mais si vous voulez, on peut passer, on peut repasser, si vous voulez, en revue toute la carrière de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, je regrette qu'en tant que femme politique est engagée depuis quelques mois, c'est le premier plateau que je fais en format long. Et en fin de compte, nous en sommes à la deuxième déclaration de Jean-Luc Mélenchon que je dois commenter. Non, pas du tout, Rima Hassan. Je ne suis pas là pour ça. Rima Hassan, si je puis me permettre, ce qu'on est en train de regarder, c'est la question d'un éventuel deux poids deux mesures. Vous avez une parole. Attendez, juste. Est-ce que vous prenez une autre femme politique et vous allez prendre les leaders de la gauche, de la droite? Non mais attendez, vous plaisantez. Alors écoutez, à votre place, vous remontez à des déclarations qui datent de 10 ans, de 15 ans. Mais Jordan Bardella, à votre place, je l'ai confronté à ce que pouvait dire Jean-Marie Le Pen. D'accord. Donc c'était absolument pas ce qui était convenu dans l'interview. Mais ce qui est convenu, je pose des questions, on est sur des thématiques. Mais là, c'est le deuxième sujet sur lequel je suis amenée à commenter des propos qui datent d'une dizaine d'années. Donc je ne suis pas là pour ça. Vous avez un discours
très fort sur la question de ce qui est en train de se passer à Gaza et sur les victimes civiles. Et je rejoins une famille politique, je rejoins un programme pour les Européennes. Nous ne parlons ni des Européennes, nous ne parlons ni de la famille politique, et je suis là à commenter les propos qui datent d'une dizaine d'années, sortis de leur contexte par ailleurs. Je vous rappelle, attendez, vous condamnez les victimes civiles des bombardements israéliens à Gaza. Toutes les victimes civiles, qu'elles soient syriennes, ukrainiennes, palestiniennes, sont à déplorer. Donc, est-ce que vous êtes choqué par des propos de Jean-Luc Mélenchon qui, sur des bombardements russes ou syriens sur les populations civiles... Ce qui m'intéresse, c'est ma voix. Je vois bien que ça vous gêne, mais... Je ne suis pas gênée. Je suis en train de vous dire que je regrette qu'on soit en train de mener une interview sur des déclarations d'un leader politique et celui de ma famille politique et de propos qui datent d'une dizaine d'années. Vous me sortez un extrait. Je ne sais même pas de quelle ONG on parle. Par ailleurs, j'aimerais bien, moi, si vous voulez, j'aime réfléchir, j'aime raisonner avant de m'exprimer. Là, je ne parle pas de l'ONG. Là, il parle des bombardements russes et syriens sur les populations civiles avec plusieurs centaines de milliers de morts en Syrie. La journaliste, c'est une ONG. J'aimerais juste de quoi on parle. J'aimerais savoir de quoi on parle. Donc, précisément, je suis là pour porter la parole politique la mienne sur un programme pour les européennes qui est celui effectivement de la langue du droit international, un programme de paix sur les sujets internationaux. Toutes les victimes civiles sont à déplorer. Je crois que les déclarations de la France Insoumise s'agissant du conflit syrien ont été aussi extrêmement claires. Mais vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon comme moi qui dit dans tous les bombardements, il y a des victimes civiles. Et je peux vous aussi vous retrouver, si vous m'aviez informé que vous alliez aborder cette question, ce que vous n'avez pas fait par ailleurs. Vous savez, Hassan, je vous donne pas les questions avant cet entretien. Les thèmes, vous m'avez pas dit que j'allais être amenée à commenter pendant 10 minutes. Notamment le discours sur ce qui se passe au Proche-Orient et l'éventuel deux poids deux mesures. Je ne vous en veux pas, ça fait partie du jeu. Mais j'aurais pu au moins... J'aurais au moins pu venir avec les déclarations de Jean-Luc Mélenchon s'agissant de la question syrienne. Je veux juste dire un mot. La question syrienne, je crois qu'elle a perdu beaucoup de personnes. Parce que les groupes armés qui ont été recensés sur ce conflit ont été extrêmement nombreux, qu'il y a eu la problématique de Daesh, qu'il y a eu une ingérence effectivement de puissances étrangères qui sont celles de la Russie et qu'il faut dénoncer, qu'il y a le régime de Bachar el-Assad qui en lui-même est extrêmement problématique et Et donc quand Jean-Luc Mélenchon disait que Vladimir Poutine avait fait le travail en Syrie, il avait raison. C'est pour ça que je vous dis que non, je ne suis pas là pour encore une fois, donner raison à un tel ou un tel sur des propos qui datent d'une dizaine d'années. J'avais 20 ans. Non, mais donc vous les déplorez. Non, mais attendez, je vais vous dire sur ce sujet. Ce sujet, moi, la question syrienne, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle a perdu énormément de personnes. On a eu du mal à comprendre les enjeux de la révolution parce on a sûrement aussi manqué de pédagogie, d'information. Les enjeux de la révolution syrienne. On a eu énormément de relais aussi de ce que faisait Daesh dans cette région. Et donc, pour beaucoup, c'est là où on a perdu, si vous voulez, une parole politique, une faillite de cette parole politique. Pour beaucoup, Bachar el-Assad paraissait, dans cette propagande qu'il menait, comme un défenseur qui s'opposait à Daesh dans cette région. C'était une erreur. Ce qui était faux. Non, mais c'est clair. Mais on a manqué aussi, malheureusement, de clés de lecture pour comprendre ce qu'était la révolution syrienne, dont il fallait aussi... On vous a entendu. Encore un sujet, vous dites, sur la campagne des Européennes et ce combat pour les droits humains que vous menez. Vous vous êtes converti à la solution aux deux États. Non, mais en tout cas, vous prôniez un État binational laïque et désormais vous avez dit... Je n'ai pas bougé, non. Ah bon, vous n'avez pas bougé? Là, je vais être extrêmement Alors, donc c'est État binational laïque au Proche-Orient ou solution à deux États? Extrêmement clair. Vous l'avez introduit, je suis française, d'origine palestinienne. Je n'ai pas la nationalité palestinienne, c'est une de mes revendications puisque je suis une descendante de la Nakba et je suis née dans les camps palestiniens suite à l'expulsion de ma famille en 1948. J'ai donc très naturellement une parole de personne concernée. C'est-à-dire que je m'inscris... Attendez, j'en ai vraiment pour une minute. Je m'inscris dans un idéal, des projections pour la population palestinienne dans laquelle je m'inscris et la population israélienne qui est celle d'un État binational. Et c'est ce que je leur souhaite du fond de mon cœur. Donc j'ai une question. Donc si vous me permettez de poser une question... Non, je termine juste, pour que vous compreniez le lien. Maintenant, là, je suis engagée politiquement. La parole politique doit s'inscrire dans un cadre qui est celui du droit international. Sur le plan diplomatique et politique, tous les efforts qui ont été faits au sein de l'Union européenne portent sur la question des deux États, c'est-à-dire un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Donc si vous voulez, les deux États, c'est une étape en termes d'égalité de droits, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les Palestiniens aient les mêmes droits que les Israéliens, mais quand vous défendez l'État binational laïque, quand vous défendez l'État binational laïque comme idéal, où est l'État juif dans cet État binational? Mais un État binational, c'est un État dans lequel on reconnaît la spécificité, les linguistiques, culturelles, nationales des uns
et des autres. Donc aujourd'hui, moi, ce que où est j'observe... Israël dans cet État binational laïque? Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? C'est la solution à 2 États défend la proposition C'est une blague. d'un État palestinien. C'est une blague. Vous vivez dans La solution à 2 États. Mais vous vivez dans quel déni? Vous vivez dans quel monde? Votre famille politique, Rima Hassan, défend cette solution à 2 États? Il y a tout... Vous êtes en train de me parler de la question des 2 États, mais il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle, d'accord? 85% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Il y a plus de 30 000 morts. La question des réfugiés palestiniens n'est toujours pas traitée, alors que c'est 800 000 Palestiniens en 1948 qui ont été chassés. Et aujourd'hui, ce qui comprend tous leurs descendants, mais quand dont on moi, vous entend dire de la rivière à la mer, comprenez que certains nous regardent et se disent, dans cette perspective-là, il n'y a pas d'État juif, d'État d'Israël. Si vous voulez, la question d'un État binational, elle est évoquée par des intellectuels israéliens et palestiniens depuis 30 ans. Il faut vous mettre à la page. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, ce que je dis. C'est quelque chose qui a été traité, qui est revendiqué depuis une trentaine d'années par des intellectuels israéliens et palestiniens. Et effectivement, moi, j'ai cet idéal. Maintenant, politiquement et en termes de pragmatisme, c'est plutôt par honnêteté que je parle de la question des 2 États. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas arriver au Parlement européen et leur dire, tout ce qui a été fait ces dernières années, on va jeter à la poubelle. Non, il y a une étape qui est celle de la reconnaissance de l'État palestinien pour mettre à égalité Palestiniens et Israéliens sur le plan international, mais cet idéal qui est de faire cohabiter les Israéliens et les Palestiniens dans un État qui reconnaît ce qu'est être un Israélien et qui reconnaît ce qu'est être un... Mais oui, mais un binational, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans binational? Binational laïque? Binational laïque? Mais non, mais pas forcément. Binational, c'est un État qui reconnaît, si vous voulez, les spécificités nationales des Palestiniens. Toute dernière question, Rima Hassan, rapidement, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais laïque dans le sens cohabitation, mais ça n'efface pas la religion. L'aspect de la laïcité ne n'efface pas. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux appeler au soulèvement. Alors que l'UNI, le syndicat lycéen, a appelé au blocage des lycées. Vous allez me faire le coup à partir de... Non, pas du tout. Non, ça, je ne me permettrai pas et je ne fais pas de traduction sur ce plateau. Je vous pose des questions de la façon la plus franche qui soit. En expliquant que vous serez dans un lycée demain. Donc vous appelez au blocus des universités, au blocus des lycées. C'est quoi l'étape d'après? Non, mais attendez, là aussi, vous êtes vraiment dans la caricature. Non, je vous pose des questions, Rima Hassan. On va reprendre. Donc, quand des étudiants se mobilisent, qui ne sont pas écoutés s'agissant de leurs revendications, je veux quand même redire que quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu une succession, des déclarations et des engagements très importants et très rapides par ailleurs de ce milieu universitaire s'agissant des sanctions à prendre contre la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures. C'est pareil, la Russie et Israël? Alors je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Ah bon? Il y a eu un 7 octobre entre la Russie et l'Ukraine? Il y a eu pire que le 7 octobre pour les Palestiniens. Il y a, pour les Palestiniens, la colonisation et l'occupation durent depuis quand? La colonisation et l'occupation? L'occupation des territoires dure depuis quand? Allez-y. Une cinquantaine d'années. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est circonstance non, mais c'est pas ça. Les résolutions des Nations Unies, les rapports des Nations Unies s'agissant des violations du droit international commises par Israël sont documentés depuis des dizaines d'années. Donc c'est même pire, si vous voulez, en termes de passifs et en termes de violation du droit international et des crimes et de documentation des crimes qui sont commis, c'est même pire. Donc ce que demandent les étudiants à juste titre, c'est qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre un régime russe qui a violé le droit international. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. Donc c'est le sujet, il est là. Donc j'appelle pas, si vous voulez. Non mais vous l'avez dit. C'est pas moi qui suis responsable, si vous voulez, de ce mouvement. Par contre, je l'encourage. Je salue la maturité des étudiants qui sont à la tête de ces mouvements et je les encourage à poursuivre effectivement leur engagement et leurs demandes, qui sont formulées à l'endroit de ces universités. Merci Rima Hassan, candidate aux européennes et invitée de C'est pas tous les jours dimanche.